Et nous sommes à présent en duplex avec Sébastien Huyghe, porte-parole de l'UMP, député du Nord. Il est aussi signataire de la pétition initiée par Bruno Le Maire pour un retrait de la réforme. Il est à votre micro, Elisa Bertholomé. Oui, Sébastien Huyghe, est-ce que vous aussi vous qualifiez de passage en force la publication de ces décrets sur la réforme du collège au journal officiel? On ne peut faire que ce constat, c'est-à-dire que hier il y a une manifestation des enseignants, ce matin publication du décret au journal officiel. C'est non seulement un passage en force, mais aussi une marque de mépris vis-à-vis des enseignants qui ont dit hier leur rejet de cette réforme. Et ils ne sont pas les seuls, parce qu'il y a également les parents d'élèves qui sont contre cette réforme, il y a toute la droite qui est contre cette réforme et une grande partie de la gauche. Donc aujourd'hui, Manuel Valls et Najat Vallaud-Belkacem sont bien seuls pour défendre ce projet, qui n'est plus un projet puisque c'est une réalité depuis ce matin. Et donc on a une volonté de caporaliser finalement ce mouvement enseignant. Et j'ai entendu M. Valls qui disait hier que sa porte était ouverte, ainsi que la porte de la ministre de l'Éducation nationale pour discuter de cette réforme, mais il n'y a plus rien à discuter, les choses sont faites. Et donc, on est dans la politique du fait accompli. Je pense que M. Valls et M. Hollande sont plus dans la préparation du congrès du PS avec cette manœuvre, plutôt que de voir l'intérêt des enfants de notre pays. Alors François Bayrou a appelé à manifester contre cette réforme. L'UMP va rejoindre ce mouvement de manifestation? Écoutez, nous allons nous concerter, le bureau politique le décidera des suites à donner, mais nous n'en resterons pas là. Et quoi qu'il en soit, lorsque l'alternance aura lieu en 2017, nous reviendrons sur cette réforme pour une vraie réforme du collège pour tous et ne pas faire ce qui est en train d'être fait, c'est-à-dire casser ce qui fonctionne, casser l'excellence, ce qui ne va pas améliorer ce qui ne fonctionne pas, c'est-à-dire les élèves qui ont du mal à suivre. Il faut réformer le collège, il faut mettre fin au collège unique pour que le collège soit adapté à chacun de nos collégiens, mais pas faire le nivellement par le bas tel qu'il est fait par le gouvernement. Merci Sébastien Huyghe d'avoir réagi. Merci Elisa Bertholomé. Robert Zarader, revenons un petit peu sur ce décret publié donc tôt ce matin au lendemain de la grève des enseignants. Est-ce que c'est la bonne méthode pour faire accepter une réforme qui a du mal à passer? On l'a vu chez les enseignants, aussi chez les intellectuels, bon, dans l'opposition aussi, mais ça c'est plus compréhensible. Mon sentiment, c'est que c'est plutôt objectivement le résultat d'une mauvaise méthode de départ. C'est-à-dire qu'on sait aujourd'hui à peu près concrètement comment on peut mener ce type de réformes, qui sont des réformes assez lourdes et structurelles. Et le triptyque est très simple, c'est-à-dire il faut bénéficier d'un diagnostic partagé, prouver qu'on peut se mettre en action et avoir une vision de ce qu'on veut faire. Je crois qu'en particulier, s'agissant du diagnostic partagé, on voit bien que s'il y a un diagnostic, il n'est pas complètement partagé. Et je ne suis pas certain d'ailleurs que le diagnostic ait été complètement fondé jusqu'à présent, puisqu'il y a beaucoup de sujets, de points, où dès le moment où on en débat, comme les classes bilingues ou bilangues, selon la terminologie, la nature des élèves, des collégiens qui sont présents, on a vraiment des points de vue extrêmement, extrêmement différents sur la réalité des faits. Et je crois que le résultat aujourd'hui de ce matin et de ce qui est appelé de la précipitation, avec quelques éléments de langage, l'improvisation, on entendait François Fillon. Ou du mépris avec quelques éléments de langage, c'est plutôt le résultat probablement d'une méthode qui a été incomplète et qui, je pense aussi, a sous-estimé une partie des résistances Donc qui allaient se faire jour. Ouais, c'était mal emmanché dès le départ. Est-ce que vous dites aussi c'est un passage en force, comme on a pu l'entendre dans la bouche des syndicats ou de la droite? Béatrice Souchard. Moi, je me méfie toujours de ces excès de langage, passage en force, caporalisé. Enfin, c'est pas le coup d'État du 2 décembre non plus. Moi, je suis pas très emballée par la réforme elle-même sur le fond. Pour le reste, il y a un décret qui devait être publié. Il l'est. Alors, c'est vrai qu'hier encore, Najat Vallaud-Belkacem disait ma porte est ouverte pour écouter les professeurs. Bon, ça arrive peut-être un peu vite, mais il y a une réalité, j'allais dire pratique, c'est que pour qu'elle s'applique, cette réforme, à la rentrée de 2016, il n'était que temps de publier le décret. Alors après, on est d'accord. Le lendemain de la grève à 6h du matin oui, mais 6h du matin, c'est juste. C'est le journal officiel. C'est pas, vous savez, c'est comme les amendements votés en catimini en pleine nuit à l'Assemblée. Si les journalistes sont là, rien ne se passe en catimini. Là, il se trouve que le journal officiel, c'est 6h. On se plaint souvent que les délais sont assez longs pour que les décrets d'application soient publiés. Parfois, ils ne le sont même pas. Mais là, je pense qu'il y avait une vraie urgence pour le gouvernement pour que ça puisse s'appliquer en 2016. Et alors, je suis tout à fait d'accord en revanche sur l'ensemble de la méthode depuis le début. Et en plus, la réforme a été parasitée par le débat sur le contenu des programmes.
qui lui continue d'être en discussion, puisque les professeurs, je crois, peuvent en discuter jusqu'au 12 juin. Derrière, il y a les éditeurs de bouquins qui disent, oh là là, on n'aura jamais le temps d'éditer tout ça. Donc, il y a eu une espèce de mélange, et effectivement, comme souvent, hélas, pour ce genre de réforme, beaucoup de cacophonie et d'une méthode inachevée. Pour vous, Mathieu Magnonex, détermination ou maladresse? Moi, je pense que de toute façon, dans plein de réformes qui se font, qu'elles passent par le Parlement, qu'elles passent par des décrets, qu'elles passent par, la dernière fois, la loi, par exemple, sur le renseignement, qui ne posait pas de problème à l'Assemblée, mais qui posait pas mal de problèmes à la société civile. En fait, c'est très difficile, pour plein de raisons, d'organiser un débat démocratique à peu près honnête dans ce pays. C'est-à-dire qu'en fait, là, ça aurait été une bonne occasion d'entendre des arguments intéressant, par exemple, sur le fait que notre système scolaire, aujourd'hui, est le plus inégalitaire de l'OCDE, quand même de tous les pays industrialisés. Qui en a parlé aujourd'hui? On nous a parlé du latin, c'est-à-dire que tous les gens qui ont fait l'ENA, qui sont des gens qui sont... C'était quand même l'axe de défense de Manuel Valls, oui. Rendre ce collège c'est ça, mais moins inégalitaire. Mais par ailleurs, la méthode n'a pas été forcément très, comme on l'a dit, très opportune. Mais on nous a parlé de quoi? C'est un débat complètement halluciné. On nous a parlé de la défense de la chrétienté face à l'islam, et l'enseignement obligatoire de l'islam de la civilisation musulmane qui existe déjà de toute façon dans les programmes. On nous a parlé de la défense du latin, c'est-à-dire tous les gens qui sont aujourd'hui les gens qui s'opposent à cette réforme sont tous des énarques, sont tous passés ont tous fait latin-grec parce que c'était les structures, c'est ça qui permet de trier les élèves dans le système public et de trier les meilleurs élèves. Et aujourd'hui, ce sont les bons élèves qui défendent leurs prérogatives. C'est quand même un débat qui est quand même extrêmement étrange, la façon dont ce débat s'organise. On nous parle, moi je suis germaniste et Alors justement, est-ce qu'on n'accélère pas un peu le tempo aussi pour sauver un peu le soldat Najat Vallaud-Belkacem? On sait qu'elle a été malmenée tout au long de cette présentation, et on a beaucoup dit aussi que le gouvernement avait tardé à réagir. Est-ce que là, c'est une façon de dire, bon, bah là, on va un peu plus vite, justement pour l'aider? Je crois que, vous le disiez tout à l'heure, c'est-à-dire qu'il y a des voix qui sont élevées dans les deux camps, y compris dans le camp majoritaire, qui, effectivement, se sont posé la question du bien fondé de ce qui était proposé. Et c'est vrai que ce qui s'est passé, c'est qu'on a confisqué fondamentalement la réalité du débat pour en faire un jeu de rôle, un jeu de rapport de force, avec aussi probablement ce qui a aussi, je crois, fait de la solidarité gouvernementale des propos vraiment très très excessifs et quelquefois quand même extrêmement limites portés sur Najat Vallaud-Belkacem après ce qui avait été porté sur Madame Taubira. Donc c'est vrai que tout cela a fait en sorte qu'on a confisqué, mais je suis totalement d'accord avec ce qui vient d'être dit, le débat, qui est un vrai débat, qui devrait être public, partagé, un vrai débat laïque et républicain, et on l'a confisqué à l'opinion française. Vous parlez de jeu de rôle. Aujourd'hui, François Bayrou dit il appelle à une grande manifestation nationale, et on voit que la droite, pas l'air très motivée par cette manifestation, et elle ne sait pas véritablement, on entendait Sébastien Huyghe, quelle action elle allait faire maintenant pour s'opposer à cette réforme. Je suis pas sûre qu'ils s'embarquent dans une idée de manifestation. C'est pas 1984 et l'école libre. Hein. L'école libre. On en est loin. Non, il y en a un qui, sur le plan strictement politique, a bien joué, c'est Bruno Le Maire, qui a préempté le sujet, c'est-à-dire qui est allé un peu plus vite que Alain Juppé, Xavier Bertrand, ou même Marine Le Pen au Front National, qui a fini par réagir, mais avec beaucoup de retard, et qui est un petit peu en pointe là-dessus, ce qui dans son... Alors là, on est dans la politique politicienne, mais ça existe aussi, notamment dans ces lieux à l'Assemblée. Il est tout à fait dans sa logique d'exister au sein de l'UMP et de... Il y a une prime aux germanistes, en fait, messieurs Ayrault. Alors, il y a ça également. Oui, on a plus entendu Bruno Le Maire que Jean-Marc Ayrault. On essaie quand même de nous rejouer la guerre scolaire, là. C'est quand même une espèce d'exercice obligé, visiblement, tous les 10 ans en France, ce qui, je pense, ne passionne pas les gens par ailleurs, parce qu'il y a quand même plein de gens dont le souvenir principal de l'école, c'est l'humiliation. Et c'est qu'ils ont été humiliés par le système scolaire. Et qu'une fois qu'ils ont décroché, ils n'ont jamais pu y revenir. Et il y a des gens de tous les âges qui se retrouvent aujourd'hui dans cette situation où le système scolaire les a littéralement, quand ils n'ont pas eu la chance d'être parmi les meilleurs élèves, les a littéralement cassés. Donc il faut quand même résoudre cette question. Et aujourd'hui, les professeurs, leurs interrogations, elles sont très simples, c'est de dire, parce que le paysage de l'école est tellement fragmenté et tellement en crise que même les gens qui ont les meilleures intentions du monde disent, si on change les choses de façon trop substantielle, ça risque de craquer. On risque par exemple, la question fondamentale de cette réforme, notamment au collège, si on parle des vrais sujets qui sont abordés, c'est la question de l'interdisciplinarité. Les
les gens qui sont en ZEP, par exemple, ou dans des collèges très populaires, les professeurs disent, si ça se trouve, nous, ce sera de moins bonne qualité, cette interdisciplinarité, que dans les collèges plus favorisés. Donc c'est ça leur crainte, c'est des craintes réelles de pédagogues sur la réalité du terrain. C'est pas la carrière personnelle de Bruno Le Maire qui, il y a je des pense, craintes n'intéresse pas réelles, mais c'est vrai qu'il y a un vrai débat idéologique gauche-droite sur cette question de l'éducation. Est-ce qu'on peut croire la droite quand elle dit aujourd'hui et même hier, cette réforme, elle sera supprimée si la droite revient aux responsabilités? Je crois qu'on ne peut pas disqualifier le fait que la droite envisage de la supprimer, mais objectivement, ce n'est pas le sujet. C'est-à-dire cette réforme, aujourd'hui, elle est débattue sans que la plupart des gens qui en débattent n'en connaissent vraiment le contenu. 2, on ignore totalement la réalité des impacts. 3, même si c'est très compliqué de les faire s'exprimer, mais qui est-ce qui a entendu quelques collégiens que ce soit parler de ces conditions aujourd'hui d'éducation et d'enseignement? Donc on a aujourd'hui, et alors là je donne, je dirais, quitus aux deux camps de faire la même chose, instrumentaliser ce débat pour en refaire un débat idéologique. Et c'est vrai que avoir fait l'économie, alors peut-être que c'était une économie qui était liée au temps de la décision politique qui est souvent beaucoup trop long, d'un vrai diagnostic, d'un partage un peu plus intelligent de la façon de faire évoluer le collège, y compris en se posant la question qui a été posée par le porte-parole sur aujourd'hui la pertinence du collège unique. Je crois que voilà, ça ce sont des éléments qu'on peut porter au débat. Est-ce qu'on aura ce dialogue-là, vous pensez, sur les programmes? Parce qu'on sait que maintenant le Conseil supérieur des programmes se lance dans la rédaction de ceci. Est-ce que vous pensez que là, on pourra entendre les arguments des uns et des autres? Oui, j'allais dire, c'est comme le sélectionneur de l'équipe de football. Tout le monde pense avoir la recette miracle pour quels sont les bons programmes d'histoire ou les bons programmes de français ou autres. Je ne sais pas si ce débat aura lieu. C'est pareil, ça va être très court pour des raisons, là encore, pratiques. C'est-à-dire qu'il faut terminer ça à mi-juin. Et la droite, on peut imaginer qu'elle va s'emparer du sujet? Juste, moi, je suis halluciné de voir, qu'on nous parle, que hier, Jean-Pierre Chevènement nous fait le lien entre les programmes et le roman national. Nous remettrions en cause la République. On nous reparle de Renan, de Michelet. Mais on peut pas résoudre un peu simplement les questions qui se posent aujourd'hui dans les collèges. C'est hallucinant de voir la façon dont ce débat a été structuré. Quand on voit, sans parler de Finkielkraut, mais Onfray qui nous dit aujourd'hui c'est islam obligatoire et lumière facultative. Bayrou qui nous dit qu'on veut abattre l'esprit du 11 janvier. La façon dont ce débat a été préempté par certaines personnes et par une conception, c'est pas mal de faire de l'idéologie parfois. Vous dites le débat trop idéologique, des fois ça peut être intéressant, mais quand on voit qu'il est à ce point-là hors sol par rapport aux réalités de ce qui se passe aujourd'hui dans les collèges de France, moi je suis vraiment très étonné. Et en plus, c'était très intéressant ce que disait Sébastien Huyghe, parce que derrière ce qu'il dit, c'est que la droite veut remettre en cause le collège unique. C'est ça la vraie bataille, en effet. La vraie bataille, c'est que depuis 20 ans... Bruno Le Maire parle d'un collège diversifié, donc il le dit. C'est ça la vraie bataille idéologique entre la gauche et la droite, qui est complètement passée sous silence, alors que c'est de fait ce qui structure les débats entre la gauche et la droite sur cette question-là depuis 30 ans. En tout cas, c'est bien cette réforme du collège qui s'appliquera à la rentrée 2016. On va passer au deuxième thème à présent dans cette émission, c'est la gestation pour autrui. Elle revient dans le débat. Après une décision du tribunal de Nantes, le jugement autorise l'inscription à l'état civil de 3 enfants nés de GPA à l'étranger. La Cour de cassation devra trancher le 19 juin, alors que la Cour européenne nous a déjà condamnés pour avoir refusé la reconnaissance de ces enfants fantômes. Les précisions de Valérie Brochard. Mercredi dernier, le tribunal de grande instance de Nantes s'est prononcé en faveur de l'inscription à l'état civil français de 3 enfants nés de mères porteuses en Russie. Une décision qui réveille le débat sur la gestation pour autrui. D'un côté, vous condamnez la GPA et de l'autre, vous incitez à cette pratique en facilitant l'accueil des enfants issus de GPA à l'étranger. Nous sommes dans un pays où nous veillons à protéger les enfants. Madame, il s'agit d'enfants en chair et en os, d'enfants qui vont à l'école, d'enfants qui effectivement sont aussi doués que les autres pour agacer les enseignants, pour énerver leurs parents, mais d'enfants de ce pays, d'enfants de la République. Et ces enfants-là, quoi que vous disiez, nous allons les protéger, madame. Jusqu'ici, la Cour de cassation a toujours rejeté la reconnaissance d'enfants nés de mères porteuses à l'étranger. Mais la Cour européenne des droits de l'homme estime que la France ne peut porter atteinte à l'identité des enfants en refusant de les reconnaître. Sans règle juridique évidente, le parquet de Nantes a préféré faire appel et se retourne aujourd'hui vers le gouvernement très embarrassé. Donc on a une question qui nous est posée. Je n'ai pas de réponse définitive parce que comme je suis porte-parole du gouvernement, je respecte
la parole collective du gouvernement. Il n'y a pas eu d'expression en particulier de la part des ministres qui sont concernés par le sujet sur cette question. Et c'est un sujet qui a suscité de l'actualité, va continuer à le faire. Et là-dessus, il va falloir effectivement qu'on ait une position. Les opposants à la légalisation de la GPA accusent le gouvernement d'hypocrisie et s'organisent déjà. J'ai déposé une proposition de loi qui a été signée par plus d'une cinquantaine de parlementaires et qui, j'espère, fera l'objet d'un examen dans une niche. Ma proposition de loi, d'abord, rappelle une chose, c'est le principe de territorialité. C'est-à-dire que ce qui est interdit en France ne peut pas être permis à l'étranger. Et ensuite, je souhaite que ce soit un délit spécial dans notre droit. Dans l'attente d'une position claire du gouvernement, la circulaire Taubira est toujours en vigueur et facilite depuis janvier 2013 l'obtention de certificats de nationalité pour les enfants de pères français nés de mères porteuses à l'étranger. Le débat ne fait que commencer. Robert Zarader, est-ce que cette décision de justice de Nantes et puis la récente décision de la Cour européenne des droits de l'homme qui avait condamné la France fait que de fait, eh bien, la France reconnaît les enfants nés de GPA à l'étranger sur son sol? Non, je ne crois pas que ça soit la réponse, la conclusion qu'on puisse en tirer. La réponse qu'on peut tirer, je crois que c'est quand même globalement celle que Mme Taubira a signifiée. C'est-à-dire qu'il y a des enfants qui ont une identité. Je pense qu'il ne vaut mieux pas revenir à des temps qui finalement ne sont pas si lointains que ça, où les enfants apatrides n'avaient pas d'identité. Donc je crois qu'à un moment donné, il faut raison garder sur ces sujets. Ce qu'on peut regretter, effectivement, c'est que ce soit en France ou au niveau européen en particulier, on ait aujourd'hui très peu d'éléments qui fassent une forme d'unité juridique sur ces sujets. Et je pense que Mme Boyer a dû faire sans doute une erreur d'interprétation sur l'extension du droit, parce que je ne crois pas qu'on puisse opposer notre droit national au droit de pays tiers, mais peut-être qu'une partie du droit international m'a échappé récemment. Est-ce qu'il n'y a pas une forme de perte de souveraineté, Son côté marseillais, je pense. Une forme de perte de souveraineté si la Cour européenne des droits de l'homme oblige la France à reconnaître quelque chose qu'elle ne reconnaît pas, en tout cas la GPA officiellement sur son sol? Il y a à l'évidence une instabilité et un flou juridique. Et à un moment, il faut savoir à qui on oppose ce flou juridique. Il y a le débat politique, on voit bien qu'on va revoir à peu près les mêmes jouer le rôle qu'ils ont joué pour certains d'entre eux de manière assez active pour le mariage pour tous, mais je crois que là, en l'occurrence, ça n'est pas le sujet. Le sujet, c'est quand même celui des enfants aussi. Et donc, je pense qu'il y a un flou juridique, il y a une instabilité, il faut essayer d'en sortir. Je pense que c'est très difficile d'en sortir seulement sur une régulation purement française. Je crois que là-dessus, il faut avoir des échanges. C'est des débats qui renvoient aussi à des dimensions éthiques, morales, mais aussi à des dimensions économiques et sociales qu'on a aussi beaucoup mis en avant pour effectivement essayer de se démarquer de ce genre de pratique. Voilà, je pense que c'est un... Alors bien sûr, c'est vrai qu'il y a ces enfants fantômes qu'il faut reconnaître, mais est-ce qu'avec la circulaire Taubira, du coup, on ne légalise pas, c'est peut-être pas tout à fait ça, mais est-ce qu'on n'encourage pas, en tout cas, ces GPA à l'étranger? Je ne sais pas si on peut dire ça. Moi, je suis d'accord avec ce qui vient d'être dit. Il y a un problème juridique parce que la GPA est interdite en France, mais on peut pas dire à ces enfants désolé, vous n'existez pas et les laisser sans identité, sans existence. Enfin, ça tient pas la route une seconde. Ça veut dire qu'il faut préciser vraiment la loi. Ça veut dire qu'il faut ouvrir ce débat-là aussi en France, ce débat de la GPA. Il y a quand même un débat important déjà au sein du gouvernement sur cette question quand même, parce que là, Christiane Taubira hier s'est exprimée, mais en disant on ne peut pas laisser les enfants, etc. Sauf qu'il y a quand même deux positions. Christiane Taubira, elle est pour dire on est en Europe, on a fait l'Europe et la Cour européenne des droits de l'homme, ce qu'elle décide s'impose à nous, donc transcrivons-le dans le droit. Et il y a Manuel Valls qui quand même, il y a quelques mois, avant ou après une manifestation de la Manif pour tous, pour désamorcer cette manifestation qui posait un nouveau problème politique. Dans une interview à la Croix en 2014. Voilà, c'est ça, a dit il n'y aura pas de transcription. Donc, qui s'est opposé à la Cour européenne des droits de l'homme. Donc, on a quand même un Premier ministre et son ministre de l'Intérieur qui est d'accord avec lui, qui s'oppose à ce que dit la ministre de la Justice sur ce sujet. Donc, il y a une vraie ambiguïté politique. Pourquoi ? Parce que depuis le début, on a bien vu, et Robert Zarader, vous connaissez bien François Hollande, il a fallu déjà arracher à François Hollande le mariage pour tous. Donc, s'empêtrer en plus dans d'autres histoires qui peuvent vaguement concerner le mariage pour tous, quand même de très loin, parce que par ailleurs ça concerne des couples hétérosexuels comme homosexuels, quand même, mais bon, c'est pas grave, faisons un paquet global, mais s'empêtrer avec des histoires comme ça, s'embêter avec des histoires comme ça, c'est pas la peine, donc mettons-le à distance. C'est vrai que derrière ce flou juridique, il y a nouveau un petit désaccord entre Christiane Taubira et Manuel Valls. Je crois qu'au-delà du désaccord entre sur le Taubira et Manuel Valls, je crois que c'est un sujet qui
transcende largement les dimensions politiques. De toute façon, on le sait très bien, le groupe parlementaire socialiste a été très agité sur ces sujets. Et il s'agit, c'est pas d'un côté des frondeurs et de l'autre côté du reste du groupe. Le patron du groupe, Bruno Leroux, a des idées qui ne sont pas totalement aujourd'hui celles de Manuel Valls, ce que j'ai compris jusqu'à Bruno présent. Leroux voulait Voilà. la Donc, PMA également. Voilà, donc je pense qu'il y a un vrai débat et en l'occurrence, je ne suis pas certain, puisqu'on me prête cette proximité, qu'on ait arraché le mariage pour tous, ça me paraît. Dites-nous tout, Robert Zarader. Il était pour. Bien sûr, selon l'expression consacrée. Non, simplement, effectivement, je pense qu'ils n'ont pas envie, enfin que l'exécutif n'a pas envie de se relancer dans une opération style mariage pour tous, mais avec cette différence que là, dans les pétitions qui circulent contre la GPA, il y a aussi un certain nombre de signataires de gauche, élus, intellectuels. Sylviana Gazinski, par exemple, qui est peut-être la plus connue. Donc ça transcende le clivage. Mais est-ce qu'on peut imaginer que les craintes qui étaient nées il y a 2 ans au moment du mariage pour tous, plutôt à droite et dans ces associations, étaient peut-être fondées ou pas ? Il y a quand même un truc, il faut regarder un petit peu si on se replace quelques années en arrière, avant cet épisode de la manif pour tous, avant encore une fois, on revient sur des histoires d'hystérisation du débat finalement. Je rappelle juste que le PS en 2010 avait discuté de la question, qu'à l'époque, Manuel Valls, Najat Vallaud-Belkacem, Alain Vidalis, Aurélie Filippetti, qui n'est plus au gouvernement, avaient signé un texte pour dire « Regardons la GPA, regardons comment on pourrait la tester en France », par exemple. Je dis juste que François Hollande, en 2012, avait dit « Il faudra régler la question du statut juridique de ces enfants ». Et je rappelle même que Nadine Morano, en 2010, secrétaire d'État à la famille de l'UMP, disait « Pourquoi pas tenter la GPA ». Après, il y a la réalité du pouvoir. Mais même au pouvoir, elle le disait à l'époque et elle avait perdu l'arbitrage. C'était Nadine Morano. On va passer à présent au 3e débat, c'est le doublement des délais de prescription pénale. L'idée est défendue dans un rapport qui a été remis aujourd'hui par une mission d'information de l'Assemblée. 14 propositions formulées par les députés Georges Fenech et Alain Tourret. Les crimes de guerre deviendraient imprescriptibles. Les explications de Marie Labatte. Réduire les risques d'impunité. Voilà tout l'objet du rapport de la mission d'information sur la prescription en matière pénale. Pour les rapporteurs Alain Tourret et Georges Fenech, elle doit devenir une exception pour éviter que la justice n'ait à utiliser des moyens détournés pour pouvoir juger des affaires comme celle des disparus de Lyon, par exemple. L'affaire Émile Louis, c'est un sextuple assassin qui, du fait de la prescription de 10 ans, pouvait échapper à sa responsabilité. L'impunité, elle n'a pas à avoir lieu. Il est nécessaire d'avoir à rendre compte de ses actes devant les tribunaux. Voilà, c'est ça le principe quand même. Le principe, c'est pas d'échapper à sa responsabilité, le principe, c'est d'y répondre. Parmi les 14 propositions du rapport, les députés préconisent donc de doubler les délais de prescription, de 10 ans à 20 ans pour les crimes, de 3 à 6 ans pour les délits et de 1 à 2 ans pour les contraventions. En matière de délinquance financière, le délai de prescription pourrait aussi commencer au moment de la découverte des faits. La jurisprudence de la Cour de cassation a fait en sorte que pour que ces faits ne soient pas prescrits, on puisse, lorsqu'il y a eu de tels moyens occultes et dissimulés utilisés, retenir le moment où on a eu connaissance de l'infraction et non pas le moment où elle a été commise. Donc la prescription commencera à courir à partir du moment où on en a eu connaissance. Une proposition de loi devrait faire suite à ce rapport d'information. Le président de l'Assemblée nationale, Claude Barthelone, saisira alors le Conseil d'État pour expertise. Et nous retrouvons à présent Georges Fenech. Il est aux côtés d'Elisa Bertholomé, salle des 4 colonnes. Il est co-rapporteur UMP de la mission d'information sur la prescription pénale, député du Rhône. Georges Fenech, il y a un point qui a été un petit peu moins commenté dans la publication de votre rapport, c'est les propositions en matière de délinquance financière. Vous proposez notamment que le délai de prescription commence à la date où le délit a été découvert. En d'autres termes, vous souhaitez vous attaquer aux paradis fiscaux, à la grande délinquance financière ? Oui, c'est un point majeur de notre proposition. En fait, ce que nous voulons, c'est consacrer dans la loi une jurisprudence déjà de la Cour de cassation pour toutes les infractions occultes et dissimulées, c'est-à-dire tout dans les paradis fiscaux, la grande corruption internationale, les trafics d'influence. On propose d'inscrire dans la loi que le point de départ de la prescription, ce n'est pas le jour où les faits se commettent parce qu'ils sont tellement cachés qu'on ne les connaît pas, mais le jour où ça se révèle. À partir de là, commence à courir le délai de la prescription de 6 ans, ce qui va donner une sécurité juridique pour tous les juges du pôle financier, pour tous les acteurs de la lutte anticorruption, de pouvoir remonter dans le temps, parce que ce sont des infractions très difficiles à déceler.
Avec ces propositions, donc ça peut permettre de rouvrir plusieurs affaires. Vous pensez que le gouvernement et la majorité vont vous suivre sur ces sujets ? On a obtenu un vrai consensus. Ce matin, en commission des lois, ça a été voté à l'unanimité, gauche et droite. Et lorsque nous avons auditionné Mme Taubira, elle nous a également soutenus dans cette démarche d'allongement des délais de la prescription, parce qu'on n'est plus à l'époque de Napoléon, où l'espérance de vie était à 45 ans, il n'y avait pas d'ADN, il n'y avait pas toutes ces preuves scientifiques. Allongement des durées de la prescription, on les double, et en même temps, on facilite, on favorise la lutte contre la corruption. Et enfin, ce que l'on souhaite aussi, c'est rendre imprescriptibles les crimes de guerre, comme ça l'est déjà pour les crimes contre l'humanité. Merci Georges Fenech d'avoir détaillé pour nous ces propositions. Lisa Bertholomé. Mathieu Magnodex, est-ce que pour vous ce serait une avancée considérable pour que la justice passe mieux et plus correctement ? Alors avancée considérable en termes de justice et particulièrement en termes de justice financière, moi je me méfie à chaque fois parce qu'on a souvent beaucoup d'effets d'annonce et ensuite les mesures soit en réalité, soit dans la traduction et dans l'équilibre des pouvoirs sont parfois beaucoup plus réduites. Donc soyons quand même un petit peu, faisons attention. Mais non, il y a des choses intéressantes, notamment doubler le délai de prescription dans les affaires criminelles, mais aussi financières. Ça peut être intéressant parce que concrètement, ça fait que par exemple l'abus de bien social, il peut devenir quasiment imprescriptible. Puisque ça part, comme on l'a dit, ça part à partir du moment où le délai est constaté. Donc du coup, ça peut être très intéressant. Ça peut permettre à la justice de travailler plus longtemps. On sait qu'il y a un certain nombre d'affaires financières qui ont dû s'arrêter parce que tout simplement, voilà, c'était prescrit, que les faits étaient prescrits, que certains responsables ont échappé à des condamnations. Donc ça peut être tout à fait intéressant. Donc, mais attention quand même aux effets d'annonce, surtout que ça peut aussi, dans d'autres... Enfin, il pourrait y avoir... le problème, c'est que ça se fait à moyen constant. Donc, en fait, la justice reste quand même engorgée, elle reste en grande difficulté. Il y a quand même beaucoup donc, en fait, ça risque d'engorger encore plus le système si on ne trouve pas de solution. Pour moi, c'est pas non plus une solution miracle. Mais est-ce qu'il peut y avoir un effet pervers, effectivement, que les tribunaux, on sait qu'ils sont déjà engorgés, est-ce que ça va pas justement rallonger ces procédures ? Oui, donner plus de temps à la justice, ça fait toujours un peu peur, parce qu'on a l'impression qu'elle en prend déjà... Elle en prend déjà beaucoup. Déjà beaucoup. Je vois que finalement, pour M. Fenech, l'ennemi, c'est la finance. Et donc, effectivement, me voilà rassuré. Mais en l'occurrence, je crois que là aussi, il faut se veiller à ce que le remède, ou ce qui apparaît comme un remède, et je suis tout à fait d'accord avec ce qui a été dit, je pense que globalement, c'est plutôt une bonne chose, ne vienne pas finalement masquer d'autres incuries sur le fonctionnement de l'appareil de la justice aujourd'hui, les délais, etc., et que ça n'écrase pas aussi une partie de la volonté d'essayer de les réduire. Je crois que c'est toujours une situation qui est difficile, mais je crois que globalement, s'agissant des crimes de guerre, de ce qui a été dit sur la dimension financière ou sur d'autres types de délits, c'est une bonne chose que d'aller plutôt vers ce type de délai. Bonne chose également, Béatrice Il ne faut pas que ça devienne un alibi pour que ça aille encore plus lentement. Voilà. Mais oui, ça va dans le bon sens. Après, est-ce que c'est une révolution Crime de guerre, génocide, crime contre l'humanité qui deviendrait donc imprescriptible, ce serait... Non, je pense que ça va plutôt dans le bon sens, sous les réserves qui ont été... émise. Encore un petit mot de l'actualité, c'est cette loi Rebsamen sur le dialogue social qui est à l'épreuve de la Commission des affaires sociales à l'Assemblée. Les députés ont commencé son examen hier en modifiant la représentation syndicale dans les très petites entreprises. Désormais, il y aura des représentants de salariés pour les TPE et ils pourront avoir accès aux locaux de la société. Un dialogue amélioré pour le rapporteur du texte et contesté par le député UMP Dominique Tian. Écoutez cet échange. Dans une entreprise de 10, 11 ou 15 salariés, le problème du dialogue social ne se pose en aucun cas puisque le chef d'entreprise est en contact direct avec ses salariés du matin au soir et inversement et qu'on pense que dans ces cas-là, en principe, le bon sens prévaut et que chacun peut discuter directement dans l'entreprise sans créer du formalisme supplémentaire. La question qui est posée aujourd'hui, ce n'est pas de substituer un dialogue social qui existe à l'intérieur de ces très petites entreprises, c'est simplement de permettre que soit pris en considération la reconnaissance de 4,6 millions de salariés, je rappelle, 4,6 millions de salariés qui sont les seuls à présent à ne pas avoir de représentation au sens expression extérieure à l'entreprise qui peut être faite au travers de ces commissions. C'est tellement vrai d'ailleurs que je vous rappelle qu'en dehors des organisations syndicales, il y a également une organisation patronale qui a validé ce dispositif et je rappelle qu'il y a d'ailleurs des instances qui fonctionnent déjà. Le projet de loi sur le dialogue social qui prévoit aussi une fusion de la prime pour l'emploi et du RSA activité et puis la création d'un compte personnel d'activité sera débattu en première lecture à partir du 26 mai dans l'hémicycle. On passe tout de suite à la revue de presse, celle de Florence Murassiol dans Parlementaire, c'est le kiosque.
Florence Murassiol qui est avec nous sur ce plateau. Bonjour Florence. Bonjour. Alors à la une, frère Valls. Et oui, alors encore une couverture sur les francs-maçons, me direz-vous, mais c'est une maraude journalistique, c'est bien connu. Mais là, il s'agit d'un seul franc-maçon ou ex-franc-maçon, et pas n'importe lequel, le Premier ministre himself. Un franc-maçon nommé Valls, titre l'Express. Le chef du gouvernement fut ainsi membre du Grand Orient de France, une obédience de gauche de 1989 à 2005. 16 années durant lesquelles Manuel Valls s'est initié dans une loge très singulière appelée « Ni maître, ni Dieu », formule inversée au pluriel et en minuscule, inspirée de celle du libertaire socialiste Louis-Auguste Blanqui. Vous vous souvenez, ni Dieu, ni maître. Alors vous l'avez compris, c'est une loge frondeuse, et comme le souligne l'Express, ce qui devrait, je dis bien devrait, permettre aux Valls d'aujourd'hui de mieux comprendre les frondeurs du PS. Mais en 1995, devenu secrétaire national à la communication du PS, eh bien, il bifurque pour cause de calendrier, nous dit-on, incompatible avec ses nouvelles fonctions. Et sans doute pour cause aussi d'ambition future. Et c'est ainsi qu'il rallie la loge L'Infini Maçonnique. C'est une loge fort sage et classique qui a été fondée par Alain Boer, le criminologue bien connu, rencontré en même temps que Stéphane Fuchs, le non moins publicitaire bien connu, sur les bancs de la fac en 1980. Alors il formait un trio pro-Rocard dont l'amitié ne s'est jamais démentie. Bref, ces 16 années passées chez les maçons ont construit son entourage, on le voit, ses convictions politiques et son attachement viscéral à la laïcité. Mais celui qui, il y a 35 ans, ne voulait ni Dieu ni maître au pluriel, eh bien, s'est trouvé et un Dieu et un maître lui-même. Et puis Christiane Taubira, mère fouettarde. Ben oui, cette fois, ce n'est pas la droite qui décoche ses flèches contre Christiane Taubira, mais son cabinet, si l'on en croit le Canard enchaîné, qui profite de l'apparition d'un livre de la garde des Sceaux sur l'esclavage pour titrer « Le cabinet de Taubira réduit en esclavage ». Alors, le ministère n'ayant plus de directeur de cabinet, eh bien, depuis le 7 avril, eh bien, tout retombe sur la directrice adjointe. La pauvre, elle est surmenée, se lamente un conseiller. Tandis qu'un autre raconte, on navigue au jour le jour, en roue libre, aucune décision n'est prise, les gens bossent comme des chiens, 15 heures par jour, sans consigne, sans direction. Quant à Taubira, poursuit ce même conseiller, eh bien, elle vibrionne, s'absente de plus en plus, et quand elle est là, elle hurle sur tout le monde. Et qui dit vrai, on se le demande, parce que ce matin, le cabinet réuni au grand complet sur une photo proclame « On va bien, merci », signé la Dream Team, #Canard enchaîné, en réponse donc au Canard. C'est le tweet qui a été Alors c'est à posté se ce matin. demander si la garde des Sceaux n'a pas hurlé sur tout ce petit monde pour obtenir un démenti. Ah, et puis le recyclage des Mistral, ça c'est une idée de Thierry Mariani. Eh ben oui, savez-vous, les députés ne sont pas des gens sans idées. Thierry Mariani, député des Français de l'étranger, eh bien pro-russe revendiqué, en a une concernant les Mistral, celle de proposer à l'Union européenne de racheter les 2 navires qui, vous le savez, que la France refuse de vendre à la Russie pour cause de conflit ukrainien. Alors selon Mariani, cela permettrait de sauver un maximum de vies et de traiter les demandes d'asile à bord. Et s'il y avait demain une crise dans un pays méditerranéen, on pourrait, explique-t-il, envoyer des bateaux pour sauver les ressortissants européens. D'autant qu'il pense que les 2 navires peuvent être équipés d'un hôpital. Et puis le député a cet argument massu, 1 milliard d'euros, c'est le prix approximatif des 2 Mistral, et ben c'est quoi pour l'Europe? Alors on a envie de lui dire une paille, mais finalement c'est une idée peut-être trop simple pour les technocrates. Est-ce qu'on va repayer nos Mistral? Voilà, c'est peut-être une idée trop simple pour les technocrates de Bruxelles. Merci Florence Murassiol pour cette revue de presse. Merci à tous les 3 d'avoir participé. Un parlementaire, Robert Zarader, président d'Equancy & Co, Béatrice Souchard, journaliste à l'Opinion, et puis Mathieu Magnodex, journaliste à Mediapart. Dans un instant, c'est donc la seconde partie de parlementaire consacrée aux questions au gouvernement. Sur ce plateau, 2 invités politiques, Régis Juanico, député socialiste de la Loire, et puis Philippe Gosselin, député UMP de la Manche. – 14h37, nous sommes à 23 minutes des questions au gouvernement. Nous retrouvons Ahmed Tazir dans l'hémicycle de l'Assemblée nationale. Ahmed, est-ce que vous pouvez nous en dire un petit peu plus sur les questions qui seront posées cet après-midi aux membres du gouvernement ? Eh bien, un thème principal, Brigitte, aujourd'hui, la réforme du collège. La droite qui dénonce un passage en force du gouvernement après la publication ce matin du décret d'application. Donc, en première ligne, Christian Jacob, le président du groupe UMP, Hervé Mariton aussi pour l'UMP, interrogeront le gouvernement. Pour l'UDI, le député Laurent Desgalais. Et enfin, pour le groupe socialiste, le député Patrick Bloch interrogera Najat Vallaud-Belkacem. On parlera aussi loi de programmation militaire et des crédits supplémentaires pour le ministère de la Défense, une question du député UMP Jean-François Lamour. On parlera aussi politique industrielle de la France ainsi que du sort des migrants en Méditerranée. Voilà pour l'essentiel, Brigitte.
Voilà pour les questions. Donc, merci Ahmed Tazir. On vous retrouvera à 16h sur le plateau de parlementaire avec vos invités politiques. J'accueille à présent Régis Juanico. Bonjour. Bonjour. Vous êtes député socialiste de la Loire. Philippe Gosselin. Bonjour. Député UMP de la Manche. Alors, pas moins de 4 questions sur la réforme du collège seront consacrées cet après-midi lors de cette séance de questions au gouvernement. Après le décret publié tôt ce matin au journal officiel sur cette réforme du collège. Prenons à présent la première question, celle de Laurent De Gallet. Il est député UDI du Nord. Question donc sur l'éducation. Il la pose au micro d'Elisa Bertholomé, salle des 4 colonnes. Laurent De Gallet, qu'est-ce que vous allez demander très précisément à Manuel Valls cet après-midi dans l'hémicycle? Je vais lui demander très simplement et très solennellement de retirer son décret pour laisser place à une vraie concertation, à une vraie discussion sur un sujet sensible et ô combien important pour l'avenir de nos enfants et donc de facto pour l'avenir de notre pays. Pourquoi c'est une réforme que vous ne soutenez pas, vous, à l'UDI? Alors, la réforme du collège est nécessaire. Tout le monde est d'accord ou à peu près d'accord sur le sujet. Les chiffres le montrent d'ailleurs. Néanmoins, la méthode n'est pas la bonne. C'est toujours ce sentiment de passage en force et on n'écoute pas les parlementaires, on n'écoute pas les enseignants, on n'écoute pas les parents d'élèves et voilà, on promulgue et puis ensuite on verra. Eh bien non, la méthode n'est pas la bonne et je crois que sur un sujet de cette nature, il fallait prendre le temps et il faut poser les choses et réunir l'ensemble des bonnes volontés autour d'un projet aussi structurant. Merci Laurent De Gallet d'avoir détaillé pour nous votre question. Merci Elisa Bertholomé. On va en débattre tout de suite sur ce plateau et puis on va rebondir sur ce que vient de dire monsieur De Gallet. Laurent De Gallet, il dit qu'il y a un problème de méthode, Régis Juanico, et que vous êtes passé en force. Pourquoi avoir publié ce décret au lendemain d'une manifestation d'enseignants en disant « nous sommes prêts au dialogue » ? Je vais y revenir, mais le vrai passage en force, c'est quoi? C'est la déstabilisation de l'éducation nationale sous le mandat de Nicolas Sarkozy et la suppression de 80 000 postes dans l'éducation nationale, le démantèlement de la formation des enseignants et le fait qu'on ait supprimé des classes et des écoles partout dans nos départements. Donc la réforme des collèges, il faut bien voir que c'est un tout de la refondation de l'école que nous avons voté en 2013 avec la réforme du premier degré, ça a été fait, le plan numérique qui va être mis en place dans les 3 prochaines années et effectivement la réforme du collège. Mais aujourd'hui... Ça veut dire que vous contestez par exemple l'improvisation dont parlait François Fillon ce matin sur France Inter? De nouveau, l'éducation est une priorité budgétaire, 65 milliards d'euros, c'est-à-dire 1,6 milliard de plus cette année en 2015, et on a déjà recréé 30 000 emplois sur les 60 000 sur lesquels on s'est engagé. Donc effectivement, il y a un décret qui est paru ce matin au Conseil des ministres. Je conçois tout à fait qu'on puisse s'interroger, puisque ça intervient 24 heures après j'y reviendrai dans quelques minutes. Une mobilisation des Courtois, enseignants. je n'interromps pas, mais simplement, ce que je veux indiquer sur ce décret, c'est que c'est un décret cadre qui fixe simplement les grandes orientations de la réforme des collèges, l'interdisciplinarité, l'autonomie. Il n'y a pas une forme de maladresse, voilà. C'était un peu le sens de la question de Laurent De Gallet. Parce que ce décret-là ne fixe pas les modalités d'application de la réforme. Donc il y aura une circulaire d'application, et donc la concertation, et moi c'est ce que je souhaite, parce que hier... Mais il y avait une nécessité de publier très vite ce décret. Il y avait des enseignants qui sont allés dans la rue, qui ont fait grève, qui sont en partie d'accord sur la réforme, pas sur toute la réforme, mais qui souhaitent être rassurés sur un certain nombre de points de réforme. Puis il y en a qui n'ont pas fait grève et qui n'ont pas défilé, et qui, ceux-là, sont en partie d'accord, mais qui souhaitent aussi être rassurés. Donc je pense que sur un certain point, comme on l'a fait sur les langues anciennes, on peut aujourd'hui préciser les modalités d'application et c'est ce qu'on va faire dans les prochaines semaines. Alors avant de vous donner la parole, Philippe Gosselin, on va prendre la question de Patrick Bloch, question également sur la réforme du collège, du député socialiste de Paris. C'est à vous, Elisa Bertholomé. Patrick Bloch, vous a interpellé cet après-midi, Najat Vallaud-Belkacem, sur la réforme du collège, sur le décret publié ce matin? Sur la réforme du collège, sur ce qui est au cœur de cette démarche, qui est l'égalité républicaine, de casser les déterminismes sociaux et de réduire les inégalités scolaires qui ont eu tendance à accroître ces dernières années. Voilà. Et puis j'évoque évidemment l'apparition du décret, puisque c'est une question d'actualité et que l'actualité, c'est la publication du décret afin que la réforme puisse s'appliquer dès la rentrée 2016. Merci Patrick Bloch d'avoir décrit votre question. On l'a compris, cette question sera beaucoup plus en soutien au gouvernement que la précédente de l'UDI, Laurent De Gallet. Merci Elisa Bertholomé. Philippe Gosselin, est-ce que vous trouvez que c'est un coup de force, une démonstration de force de la part de Manuel Valls, comme on l'a entendu globalement à droite et chez les syndicats d'enseignants?
Écoutez, si c'était que la droite, on pourrait dire qu'il y a une manipulation, une instrumentalisation politicienne, partisane, etc. Quand des parents d'élèves, quand des enseignants nombreux, quand des élus nombreux, et pas simplement dans les rangs de l'UMP, montent au créneau, c'est qu'il y a une difficulté. Enfin, écoutez, il y a une vraie provocation, je le dis sincèrement. Moi, je veux bien entendre l'héritage, Sarkozy, les suppressions de postes, etc. Très bien. Ça mériterait d'en débattre parce qu'il y a un certain nombre d'éléments. Oui, déjà pas mal de mois qu'on la en refondation de discute. l'école, effectivement, c'est la loi de 2013. Très bien. Mais là, on a un télescopage de deux éléments qui sont à la fois la réforme des programmes et la réforme des collèges. Et c'est là que sont les difficultés, avec quand même, honnêtement, beaucoup d'impréparation, une absence de concertation, des maladresses. Enfin, je sais pas, Donc c'est quand on plus est la ministre, confusion que il y a la beaucoup précipitation que vous dénoncez. Confusion et beaucoup de précipitation, plus des éléments de fond. Mais quand on a aussi une ministre qui traite les intellectuels de pseudo-intellectuels, on n'est quand même pas à un degré très élevé. Et juste quelques instants, au lendemain d'une manifestation qui a rassemblé dans une quinzaine de villes pas mal de monde, des grèves qui ont quand même été suivies, des syndicats, des parents d'élèves, des enseignants qui demandent à ce qu'on prenne un peu le temps de la pause, avoir une publication honnêtement, au journal officiel le lendemain, ça veut dire que la décision a été prise hier alors que tout n'était pas terminé. C'est vraiment de la provocation. Alors je veux bien qu'on me dise c'est la méthode Valls. Si la méthode Valls c'est le chien dans un jeu de quilles, l'éléphant dans un magasin de porcelaine, c'est plutôt réussi parce qu'il y a de la casse. Il y a de la casse. La question c'est être ferme sur les principes de cette réforme et sur la philosophie de cette réforme. Qui est tout simplement de donner le plus de chances possible aujourd'hui au plus grand nombre d'élèves pour réussir, et y compris dans l'excellence. On a fait un rapport il y a 2 ans avec Jean-Frédéric Poisson, qui est député UMB, que vous connaissez bien, au comité d'évaluation et de contrôle des politiques publiques sur la mobilité sociale des jeunes. Et on a bien identifié le problème aujourd'hui du collège. Et nous disions, pour éviter qu'on ait 140 000 décrocheurs scolaires et 20% d'échecs, 20-25% d'échecs scolaires à la fin de la 3e, c'est-à-dire pire qu'à la fin du CM2. Donc, aggravation des inégalités au moment du collège. Il faut conserver le collège unique, mais par contre, il faut diversifier les parcours, mieux accompagner les élèves et mieux personnaliser aussi leur parcours. Est-ce que là, on diversifie les parcours, là ? Oui, totalement. Avec les enseignements pluridisciplinaires, avec l'accompagnement personnalisé de 3 heures en 6e, avec le fait que les langues vivantes, quand même, vont être revalorisées. Mais moi, ce que je dis, c'est sur les principes, on reste ferme, mais par contre, sur les modalités d'application, on peut écouter et on peut rassurer. On l'a fait sur les langues anciennes. Vous êtes en train de me dire, finalement, que ce matin, on reste ferme, mais qu'en réalité, au-delà du décret, on va tout retricoter. Alors, si c'est une annonce, je vais la prendre comme telle et ça va mériter un vrai débat. Je crois que le diagnostic, on peut le partager. Le rapport qui a été écrit avec Jean-Frédéric Poisson, je crois qu'il est partagé sur les éléments factuels par nombre d'entre nous. Il y a un décrochage, il y a des échecs, on est bien d'accord. Il y a aussi des différences sociales qui apparaissent assez fortement. Mais là où on est en désaccord, effectivement, c'est sur la méthode qui nous paraît honnêtement un peu à la hache, il faut bien dire les choses, très idéologique par ailleurs sur le fond, supprimer ce qui fonctionne bien comme les classes bilingues, revenir sur le latin, même s'il y a une part d'emblématique et d'un peu passionné dans ce débat, honnêtement, c'est pas la bonne porte d'entrée. L'interdisciplinarité, je crois qu'aujourd'hui, tout le monde a bien conscience de son intérêt, mais 20% des programmes sans se donner les moyens d'accompagnement. Comment on fait quand on est principal de collège pour gérer les besoins supplémentaires? Est-ce que vous demandez aussi le retrait de ce décret? Moi, je pense qu'effectivement, d'abord, c'est vraiment une provocation, et vous allez voir, l'hémicycle va plutôt s'enflammer tout à l'heure. J'ai déjà vu sur les réseaux les réactions des syndicats, je peux vous dire qu'ils sont plutôt vent debout. Oui, on va entendre maintenant Hervé Mariton. On pense qu'il est aussi vent debout, député UMP de la Drôme. Question sur la réforme du collège posée cet après-midi dans l'hémicycle, Élisa Bertholomé. Oui, la réforme du collège est une thématique en vogue cet après-midi. Hervé Mariton, très précisément, qu'est-ce que vous allez demander au gouvernement sur ce sujet cet après-midi? Est-ce que le gouvernement est sérieux ou est-ce qu'il fait semblant? Une telle précipitation à publier un texte, c'est le contraire de la pédagogie. Une réforme de l'enseignement ne doit pas s'écrire comme cela en précipitant la publication d'un texte. J'ai vraiment le sentiment que, en réalité, le gouvernement publie d'autant vite qu'il a plutôt envie d'oublier cette réforme.
oublier une mauvaise réforme, ça serait une bonne chose si ça ne nous détourne pas d'un nombre d'enjeux importants sur lequel je souhaite que nous travaillions, nous dans l'opposition et pour le pays de manière générale. L'autonomie des établissements. Ce sujet a été massacré par le gouvernement. Mais je souhaite que nous disions clairement dans l'opposition, à droite, que nous sommes favorables. J'ai fait il y a quelques mois des propositions pour l'UMP là-dessus, que nous sommes favorables à l'autonomie des établissements. Encore faut-il définir l'organisation qui va avec. Merci Hervé Mariton d'avoir détaillé pour nous votre question. Merci Elisa Bertholomé. Est-ce qu'il n'y a pas quand même un acte d'autorité là de Manuel Valls en publiant ce décret comme ça au lendemain de la grève? Non, parce que comme je l'ai déjà dit, c'est une partie de la réforme de refondation de l'école. C'est indissociable de ce que l'on fait aujourd'hui sur l'école primaire. Mais est-ce que ça ne fait pas partie aussi de la posture du Premier ministre, de cette fermeté, de cet acte d'autorité? Ça fait 6 mois que cette réforme est en discussion. Elle a été adoptée assez largement au Conseil supérieur de l'éducation, y compris par des parents d'élèves, par un certain nombre d'organisations syndicales. Mais par contre, il reste encore à préciser des modalités d'application et à rassurer un certain nombre d'enseignants. Parce que tout simplement, dans cette réforme, il y a quoi? Il y a le changement de la façon d'enseigner. Est-ce que pour dialoguer, il ne valait pas mieux reporter la publication au journal officiel du décret et dialoguer avant? Le décret, comme je l'ai dit, c'est les grandes lignes directrices. Ça, là-dessus, on ne bougera pas. Mais après, il y a les modalités d'application. Sur les langues anciennes, on a rassuré, les options sont préservées. On a rassuré, sauf que c'est renvoyé non pas aux calendes grecques, sans mauvais jeu de mots, mais au mois d'octobre de cette année. Et en réalité, on ne sait pas trop le contenu. C'est le Conseil supérieur des programmes qui est chargé de se pencher sur les langues anciennes. Effectivement, mais le contenu est quand même très flou. Enfin, moi, j'ai vraiment le sentiment, au-delà du fond, là, je m'attache sur la forme avec cette publication ce matin, qu'en gros, on vous donne le coup de fouet et on discute après. Je trouve que c'est vraiment d'une grande maladresse. Maintenant, il y a sans doute un pari politique du Premier ministre qui est de dire que ça passe ou ça casse, en pariant peut-être sur les examens qui vont arriver, le bac, le fait qu'un certain nombre d'enseignants et de parents sont pris par autre chose et d'autres préoccupations. Mais honnêtement, c'est un pari dangereux. Et je trouve que de parier sur les élèves et sur l'éducation, sur ce mérite républicain, c'est quelque chose de très, très, très dangereux. Même si nous pouvons partager le diagnostic. Est-ce qu'il n'y a pas un risque politique aussi de se couper complètement de cet électorat, les enseignants qui ont largement voté pour François Hollande en 2012? Non, parce que encore une fois, cette réforme, c'est un changement de la façon d'enseigner. Donc, bien évidemment, dans tous les métiers, dans toutes les cultures professionnelles, quand vous apportez des changements, il y a des inquiétudes. Mais ce qu'on souhaite, nous, c'est plus de transversalité, plus de travail d'équipe, et puis pour les élèves, surtout, l'apprentissage des fondamentaux. Alors, on l'entendait, Hervé et des Mariton, méthodes de travail. ce que contestent aussi les enseignants, c'est cette autonomie qui est laissée, 20% d'autonomie. Sur l'autonomie. 20% d'autonomie. L'UMP demande beaucoup plus. Elle demandait l'autonomie quasiment totale pour les établissements. Alors dans un cadre différent, c'est pas sur la dotation globale. On pourrait revenir sur les propositions de Bruno Le Maire, qui ne recueille pas non plus l'assentiment des enseignants. Non, mais intéressant, il a au moins un projet global. Les 20% d'autonomie ne sera pas décidé par une seule personne, c'est-à-dire le principal ou l'imprincipal de l'établissement. C'est discuté avec la communauté éducative, les enseignants, avec les parents d'élèves, et c'est voté en conseil d'administration. Mais c'est encadré. C'est une autonomie encadrée. Les horaires et le contenu, notamment les enseignements pluridisciplinaires, sont décidés au niveau national. Plus de pouvoir au chef d'établissement par rapport aux professeurs aujourd'hui? Non, parce qu'aujourd'hui, le chef d'établissement, dans son conseil d'administration, c'est pas lui qui décide seul. Il y a des enseignants autour de la table. Moi, je suis conseiller départemental, donc j'assiste à beaucoup de conseils d'administration de mes collèges de ma circonscription. Et donc, c'est les parents d'élèves, c'est les élèves aussi, quand ils prennent la parole, et on les incite à le faire, qui s'expriment et qui décident. Donc l'autonomie, elle est encadrée. Oui, c'est là-dessus qu'il faut... Ça fait partie de la réforme. Le dernier mot. Tout ça, en réalité, bute au-delà des principes sur la DGH, la dotation globale horaire qui est attribuée à chaque établissement. Elle va être augmentée. Elle va être augmentée. Il y aura plus de moyens. Ce qui pose la question des moyens, mais ce qui pose surtout la question de la coordination entre les enseignants, du temps détaché pour cela, etc., et coordonné. Donc il y a un vrai problème, et dans ce sens-là, honnêtement, il y a confusion entre vitesse et précipitation. Alors vous aurez l'occasion d'en reparler. Pas moins de 4 questions seront posées sur la réforme du collège cet après-midi dans l'hémicycle. Prenons à présent la question de Jean-François Lamour. Il est député UMP de Paris. Question sur les crédits militaires. Il en a été question ce matin en Conseil des ministres. Elisa Bertholomé. Jean-François Lamour, vous interpellez Jean-Yves Le Drian cet après-midi, le ministre de la Défense, sur cette augmentation du budget militaire. Vous dites un budget en trompe-l'œil. Oui, en théorie, c'est une annonce séduisante. 3,8 milliards d'euros supplémentaires et un remplacement de ressources exceptionnelles qui n'existent pas par des crédits budgétaires. Mais on se rend compte très vite que cela ne suffit pas à la fois à maintenir 18 750 postes dans nos armées et dans le même temps
fournir un équipement de qualité à nos armées qui sont très sollicités, en particulier au niveau des opérations extérieures. Et puis surtout, on se rend compte que l'effort, il est surtout prévu après 2017, comme par hasard. Un peu comme si finalement le ministère était payé en monnaie de singe. Donc c'est la question que je vais poser au ministre de la Défense tout à l'heure. Concrètement, qu'est-ce que vous lui demandez ? De nous dire la réalité de l'effort qui est fait pour nos armées, car encore une fois l'annonce est plutôt intéressante, mais quand on commence à gratter un petit peu, en particulier sur les économies qui pourraient être faites, elles sont purement théoriques. On nous parle de la baisse du prix de l'essence, on sait que ce sont des facteurs qui sont extrêmement aléatoires et qui ne suffisent pas à rassurer nos armées qui sont extrêmement sollicitées, que ce soit sur le sol français ou partout dans le monde. Merci Jean-François Lamour d'avoir détaillé pour nous votre question. Merci Elisa Bertholomé. Régis Juanico, est-ce qu'il y a un réel effort qui est fait là pour les armées ou est-ce que c'est une augmentation de budget en trompe-l'œil finalement pour Non, et c'est facile à comprendre et moi je soutiens totalement l'effort qui est fait en faveur de la défense nationale et pour la protection des Français aussi, parce que c'est ça derrière. Le budget de la défense, alors que toutes les autres administrations de l'État sont mises à contribution, est préservé et sanctuarisé. 31,5 milliards d'euros, ça c'est complètement préservé. Et en plus l'effort qui a été fait, c'est de dire il y avait un certain nombre d'emplois qui devaient disparaître dans les prochaines années. On revient dessus parce qu'il nous faut assurer un certain nombre de missions, notamment aujourd'hui, vous le savez, sur le sol français par rapport aux menaces terroristes où les militaires avec les gendarmes et les policiers sont mobilisés. Et donc là-dessus, on revient sur un nombre important de suppressions d'emplois dans la défense. Donc là-dessus, on a des assurances. Après, il y a une augmentation de 3,8 milliards d'euros étalée jusqu'en 2020. Et donc, de ce point de vue-là, c'est plutôt une bonne nouvelle pour les armées, pour leur format, pour les effectifs. Et pourtant, on a entendu les inquiétudes de Jean-François Lamour. Est-ce que vous êtes rassuré par ce que nous dit Régis Juanico, sur le fond, on est d'accord, effectivement, la sécurité est incontournable. La France doit jouer son rôle et on ne peut pas être en guerre contre le terrorisme sans une présence en opération extérieure et autres. Donc là-dessus, je crois qu'il y a effectivement une espèce d'union sacrée. Sauf que dans les modalités, effectivement, j'émets moi aussi quelques réserves et inquiétudes. On a bien 3,8 milliards, c'est vrai, mais dont l'essentiel de l'effort sera après 2017. Des inquiétudes cette également. Année, donc, rien, l'année prochaine, 500 millions. Gosselin. Repartons à présent, salle des 4 colonnes, retrouver Bruno Le Roux, le président du groupe PS est à vos côtés, Elisa Bertholomé. Oui, Bruno Le Roux, le décret sur la réforme du collège a été publié ce matin au journal officiel. C'est un passage en force, c'est un peu rapide au lendemain d'une manifestation des enseignants, non ? Il n'y a pas de passage en force. La manifestation des enseignants a permis hier une manifestation d'inquiétude à laquelle il faut répondre. Mais justement, il faut y répondre en précisant les choses. Il y a une réforme d'adopter au Parlement, la refondation de l'école. Elle demande des décrets d'application. La publication de ce décret, c'est le respect du vote qui a eu lieu au Parlement. C'est le respect de la démocratie. Est-ce que tout est discuté ? Non, il reste encore des choses à discuter. Et justement, ce décret permet aujourd'hui de préciser ce qui reste à discuter et ce qui ne l'est pas. Ce qui n'est plus à discuter, c'est le fait que nous voulons faire de l'éducation la priorité nationale, que nous voulons arrêter avec cette forme d'inégalité qui s'est installée à l'intérieur du collège, avec ces laissés pour compte de l'éducation aujourd'hui, et que nous voulons retrouver le chemin de l'égalité et en même temps de l'élitisme, les deux ensemble, l'excellence et l'égalité. Et pour le reste, sur les programmes, nous continuons à travailler avec la communauté éducative. Une petite réaction très rapidement, François Bayrou appelle à manifester contre cette réforme, qu'est-ce que vous en pensez ? Mais si François Bayrou pense que demain, il peut mettre dans la rue des milliers de personnes pour continuer le déclassement de l'école, pour continuer les inégalités dans l'école, qu'il le fasse. Mais ça voudra dire cela, cette manifestation. Une manifestation contre la réforme aujourd'hui, c'est une manifestation pour continuer avec le système tel qu'il est, pour continuer avec les inégalités, pour continuer avec le déclassement qui a été prouvé dans toutes les enquêtes européennes. Et donc, que les tenants aujourd'hui des inégalités se déclarent. Monsieur le maire l'a déjà fait, Monsieur Bayrou continue. Monsieur Le Roux, quant à lui, il défend la réforme. Merci Bruno Le Roux pour votre éclairage. Merci Elisa Bertholomé. On plaisantait un peu sur cette erreur. Bruno Le Roux parle de lui à la troisième personne, on en connaît d'autres. On part tout de suite sur les réseaux sociaux, voir ce que pensent les internautes et c'est le buzz. Astrid de Villene nous a rejoint sur ce plateau. Bonjour Astrid. Bonjour. Alors on parle évidemment de la réforme du collège sur Twitter et de ce décret publié ce matin. Ça agite beaucoup la toile. Oui, et notamment les syndicats qui sont très remontés et qui le disent sur Twitter. Regardez par exemple ce qu'en dit le SNES, principal syndicat du secondaire. Après la forte mobilisation contre la réforme du collège, Manuel Valls et Najat Vallaud-Belkacem publient les textes controversés. Une provocation.
Une faute pour ce syndicat. Le SNALC, plutôt classé à droite, est tout aussi remonté. Il parle d'un déni de dialogue social et ajoute: le SNALC comprend que la ministre n'avait laissé sa porte ouverte que pour mieux la claquer à la figure des professeurs de collège. Ils appellent toujours à bloquer les épreuves du brevet des collèges. Dans l'opposition maintenant, ils sont nombreux à s'indigner après la publication de ce décret. François Bayrou, vous en parliez tout à l'heure, a dénoncé un passage en force. Il appelle à manifester et espère que cette manifestation sera la plus large possible. Un peu plus tard, Nicolas Sarkozy a réagi sur le réseau social avec ce message plus énigmatique. L'école républicaine permet à chaque enfant de réussir grâce à son effort et son mérite. Mobilisons-nous pour la défendre. Alors, beaucoup se demandent sur le réseau que signifie exactement mobilisons-nous. On aura sûrement des précisions un peu plus tard. Soutien à la réforme, non? Un soutien à la réforme. Vous y croyez, Régis Il y avait Génicaud? un peu plus de lucidité chez mes collègues. Vous pouvez préciser un peu la pensée? Parfois, ils sont à double sens et à triple. Vous ne pouvez pas nous préciser la pensée de Nicolas Sarkozy? Écoutez, je ne vais pas avoir cette prétention, mais... Il n'y a pas d'action prévue à droite je pour l'instant? crois qu'aujourd'hui, rien n'est exclu. Enfin, il y a une vraie sensibilisation de l'opinion publique, qui dépasse tous les clivages politiques, qui concerne à la fois les enseignants, les parents, les grands-parents. Enfin voilà, c'est un sujet d'intérêt national, l'éducation, et la mobilisation est telle que rien n'est exclu et effectivement des manifestations pourraient être envisagées. Maintenant, très sincèrement, on n'en est pas là, mais rien n'est exclu. Alors on poursuit cette chronique avec vous, Astrid de Vilaine, et on reparle de POTUS, vous nous en parliez dès hier, c'est le président américain et son nouveau compte Twitter. Oui, on en a parlé hier. Barack Obama a ouvert un compte Twitter personnel, c'est lui qui tweet. Manuel Valls, au gouvernement, l'a suivi hier. Ségolène Royal aussi, elle est allée un peu plus loin, la ministre de l'écologie, un peu plus loin que le Premier ministre. Elle a adressé un message au président américain. Le voici en anglais. Bienvenue sur Twitter, POTUS, la planète compte sur votre engagement, en référence à la COP 21 organisée à Paris. #YesWeCan. On attend toujours la réponse de Barack Obama, mais qui ne devrait pas tarder, j'en doute pas. On attend donc la réponse de Barack Obama à Ségolène Royal. Merci beaucoup Astrid de Vilaine pour ce tour des réseaux sociaux. Merci Régis Génicaud d'avoir participé à cette émission, député socialiste de la Loire. Merci Philippe Gosselin, député UMP de la Manche. Alors les tambours de la garde républicaine sont actuellement en train de rebondir dans cette salle des pas perdus où Claude Bartolone vient de traverser cette salle pour rejoindre le perchoir. Il va à présent présider cette séance de questions au gouvernement dans l'hémicycle, une séance qui sera largement consacrée aux questions sur la réforme du collège. Le décret a été publié ce matin et cela fait bondir évidemment les syndicats d'enseignants qui manifestaient hier et puis la droite, également François Bayrou qui a appelé à une manifestation nationale. La droite qui ne sait pas encore quelle action elle va faire, quel mouvement elle va faire maintenant pour s'opposer à ce décret qui a été publié ce matin. Pas moins de 4 questions qui seront donc consacrées, 2 de l'UMP, une de l'UDI et puis le PS reviendra également sur cette réforme du collège. D'autres questions consacrées au CSA, aux médecins, au budget de la défense, question des écologistes sur les migrants. Et puis le groupe GDR sera consacré aux investissements dans l'industrie. Tout de suite, la parole à Claude Bartolone.